Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Rémi Soulier. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous avez publié une dizaine de livres dont Nietzsche ou la sagesse dionysaque aux éditions Point, Racination et Les métamorphoses d'Hermès ainsi que Les âges d'Orphée aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et puis surtout, nos auditeurs vous connaissent parce que vous êtes patron de l'émission Le Monde de la Philosophie sur Radio Courtoisie. Donc votre voix n'est pas inconnue de nos auditeurs, mais vous êtes avec nous ce matin pour parler de ce livre Frédéric Mistral, Patrie charnelle et Provence absolue aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez présenter qui était Frédéric Mistral ? Alors Frédéric Mistral, et c'est très curieux que votre invitation survienne ce jour, puisque c'est le 8 septembre, fête de la nativité de Marie, disait Adèle, mais c'est également le jour anniversaire de la naissance de Frédéric Mistral. Mistral est né le 8 septembre 1830. Alors c'est un très grand poète, c'est d'abord et quasi exclusivement un grand poète. C'est également le fondateur d'une société, d'une association qui perdure toujours, qui s'appelle le Félibrige, qui vise à redonner au monde provençal et au monde occitan d'une manière générale la dignité de sa langue, de ses cultures, de ses traditions. Donc il y a chez Mistral à la fois un aspect contemplatif, c'est sa vocation de poète, et c'est sa vocation principale bien sûr, mais aussi un aspect éminemment actif, à travers ces les différents modes d'action du Félibrige lui-même, au-delà même donc de la défense de la langue. Mistral est mort en 1914. C'est d'ailleurs la même année, là encore c'est significatif, la même année que Charles Péguy et de bien d'autres grands écrivains d'ailleurs au moment de la Grande Guerre. Mais enfin, symboliquement, ce qui se clôt avec la mort de Mistral et avec la mort de Péguy, c'est évidemment un monde, et un monde français singulièrement, un monde paysan, mais aussi un monde aristocratique, un monde bourgeois, qui lui a perduré, hélas, sous d'autres modalités. Mais en tout cas, le monde paysan et le monde aristocratique tel qu'on l'a connu s'achève à ce moment-là, et la mort de Mistral et la mort du chant mistralien, au moins typographiquement, si j'ose dire, même si Mistral a été réédité, et si son chant perdure, bien entendu, comme celui de tous les grands poètes, la mort de Mistral a été, je crois, très, très significative d'un point de vue symbolique. Voilà, en gros, qui était Mistral, tel qu'on peut le décrire de manière très, très synthétique. Mais alors vous, Rémi Soulier, pourquoi vous avez voulu écrire un livre particulièrement sur cet auteur Frédéric Mistral ? Alors, la cause immédiate de ce livre, sa raison d'être immédiate, c'est une commande en fait d'Antoine Dresse, qui dirige maintenant la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. Il a succédé à Guillaume Travers. J'avais publié dans cette collection, comme vous l'avez rappelé, 2 ouvrages, Les métamorphoses d'Hermès et Les âges d'Orphée. Et je travaillais d'ailleurs, entre autres travaux, à un 3e volume consacré à la question de l'âme du monde, qui m'intéresse beaucoup. Et Antoine Dresse m'a demandé si j'étais intéressé par l'écriture d'un petit volume sur Mistral, connaissant mon intérêt pour la littérature occitane. Et je lui ai évidemment répondu d'une manière très, très favorable d'emblée, à tel point d'ailleurs que j'ai interrompu tous les travaux que j'avais en cours à ce moment-là pour me consacrer à l'écriture de ce petit essai. Et donc ce qui le justifie également, donc dans un second temps, c'est mon intérêt pour la littérature occitane, qui s'était déjà matérialisé, si j'ose dire, dans un livre précédent qui a été très peu diffusé, que j'ai publié chez un éditeur ruthénois à Rodez, en Rouergue, qui s'appelait Les Chimères de Jean Boudou, qui était consacré à Jean Boudou, donc un très grand écrivain occitan, hélas encore méconnu, entièrement réédité en collection bilingue aux éditions du Rouergue. Et donc l'écriture de ce petit Mistral m'a permis de renouer avec la langue d'oc, que j'ai apprise un peu tardivement d'ailleurs, mais enfin que j'ai apprise, et de me replonger dans cet univers de la Provence, des petites patries, des patries charnelles, et de la littérature d'oc, et antérieurement d'ailleurs celle des troubadours également, puisque la littérature d'oc vient de très très loin. Alors vous parlez des patries charnelles, on va revenir là-dessus, mais vous parlez aussi dans votre livre d'éducateur de peuple. En tout cas, vous présentez Frédéric Mistral comme éducateur de peuple. Alors c'est dingue, c'est incroyable de se dire qu'un poète à l'époque était éducateur de peuple, sachant qu'aujourd'hui les éducateurs de peuple sont plus à la télévision. Oui, alors effectivement, ça c'est un signe des temps aussi, et de ces temps très, très sombres, très
ténébreux que nous traversons et que nous connaissons. Platon disait d'Homère qu'il avait été l'éducateur de la Grèce. Quelles que soient les oppositions un peu scolaires que l'on fait traditionnellement entre Platon et Homère, Platon chassant les poètes de la cité, etc. Enfin, c'est une autre question, mais tout ceci me paraît très, très superficiel. Cette formule-là doit être appliquée à Frédéric Mistral. Maurice Barrès en avait une autre. Il évoquait Mistral, qu'il a très bien connu et dont il était le disciple, comme le sauveteur d'une société. Éducateur de peuple, sauveteur d'une société, c'est un peu la même chose. La formule se justifie concernant Mistral parce qu'il a redonné ses lettres de noblesse à la langue d'oc, qui était une langue méprisée, c'était une langue considérée comme bonne pour parler aux bêtes, comme une langue exclusivement utilisée par le monde paysan, alors que le monde paysan est tout simplement plus conservateur et qu'à la différence de l'aristocratie et de la bourgeoisie, surtout de la bourgeoisie, il n'a pas pour souci principal de singer ce qui se fait à Paris ou ce que fait le seigneur le plus puissant, et donc de parler français. Donc Mistral a relevé cette dignité de la langue d'oc, de la langue provençale, hein, c'est la même chose, à travers une très grande œuvre qui est Mireille, qui est sa première œuvre, et à tel point d'ailleurs que Lamartine, le grand poète et le grand écrivain, a salué de manière tonitruante la parution de Mireille, en parlant également d'un nouvel Homère, hein, de la naissance d'un nouveau grand poème épique, comparable à certains égards seulement, et mutatis mutandis, à l'Iliade et à l'Odyssée. En tout cas, un poète provençal renoué avec l'inspiration épique romaine, en l'occurrence, essentiellement, mais par le côté théâtral dont il était question précédemment dans votre émission, avec le théâtre grec également. La Provence a ce génie d'être à la fois une terre grecque et romaine. Et donc Mistral a véritablement redonné sa fierté au peuple provençal en lui expliquant en quoi sa langue et sa littérature, qui est la littérature de tout le midi de la France, enfin du sud de la Loire, des troubadours, de quantité de poètes et de prosateurs, en quoi sa littérature avait toute sa dignité. Il leur a rappelé par exemple que Dante, ce n'est pas rien, avait songé à écrire initialement la Divine Comédie en provençal. Il s'est interrogé, hein, il s'est posé la question. Bref, qu'il y avait là une tradition éminemment respectable, éminemment glorieuse, et cette tradition, il l'a rendue vivante, il l'a ressuscitée, il a fait en sorte que lui-même apporte sa pierre à cet édifice languedocien. Et d'un point de vue politique, évidemment, il est très attaché, vous avez parlé de patrie charnelle, il est très attaché à cette Provence, et lui, d'un point de vue politique, donc il est plutôt pour une fédération de peuples, il n'est pas du tout jacobin, il est pour une décentralisation totale, et ça c'est aussi lié au fait que les gens qui sont très attachés à leur région, des régions qui ont une forte identité, finalement, sont aussi les régions les plus indépendantes et les plus souveraines. Exactement. Alors Mistral, politiquement, on peut difficilement le situer. Alors de manière politicienne, hein, il appartient à une famille que l'on pourrait dire de blancs du Midi. Il adhérera également à la Ligue de la patrie française. Barrès et Maurras seront parmi ses disciples les plus célèbres. Il avait vraisemblablement une secrète affection pour l'idée monarchique. Néanmoins, Mistral n'est pas un politique au sens, alors évidemment au sens politicien, mais aussi, pourrait-on dire, au sens un peu plus noble. Hein. Je dis qu'il l'était en tant qu'homme d'action, c'est vrai, mais enfin, il n'est pas militant. En revanche, il y a un certain nombre de points qui sont chez lui, si j'ose dire, non négociables, et parmi eux, le point fédéral, le fédéralisme. Il apprend intuitivement, organiquement, en tant que provençal, comme vous l'avez dit, on pourrait le dire également d'Anatole Lebras pour le domaine breton, par exemple, et d'autres écrivains. Donc, organiquement, intuitivement, il est un fédéraliste, un patriote, un homme pour qui la première, après la famille, la première communauté naturelle est celle de la province. Mais il va découvrir l'idée fédérale dans son aspect plus théorique à travers sa lecture de Proudhon. Il admirait beaucoup Proudhon, du principe fédératif en particulier, comme Charles Maurras d'ailleurs, qui lui-même, Maurras était fait libre, et avec Frédérica Moretti proposera
devant la Société des faits libres de Paris une déclaration des faits libres fédéralistes. Et Mistral va même très loin puisqu'il considère qu'il n'y a pas de ce point de vue-là, du point de vue du fédéralisme, il n'y a pas de différence entre sa propre pensée et la pensée de Proudhon. L'enjeu, tout simplement, c'est de concevoir la France, non pas Mistral n'a pas de visée sécessionniste ou indépendantiste, mais l'enjeu est de comprendre la France comme une fédération de provinces, elle-même étant une fédération de familles. Tout ceci est très classique, c'est Aristote, c'est saint Thomas d'Aquin. Et donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que la France reste vivante, organiquement, un organisme vivant lié par ses provinces, et non pas un schéma planifié, géométrique, jacobin, qui serait pensé dans des bureaux parisiens par ce qu'il appelle les planificateurs, les uniformisateurs ou les géomètres, les administrateurs, qu'il voit d'ailleurs venir de très loin. Il intègre Louis XIV dans cette catégorie-là, Gracchus Babeuf également, Gracchus Babeuf, mais aussi Napoléon. Donc tous ceux qui ont voulu tracer au cordeau une France pseudo-idéale et qui ont fini par faire, à travers la République jacobine, par faire de la France donc un État purement géométrique et dénué de vie et de vitalité. La prise en compte des provinces, c'est ça, c'est la prise en compte de ce que Mistral, c'est une formule qui revient très souvent chez lui, appelle la vida vivanto, c'est-à-dire la vie vivante. C'est ça qui l'intéresse, la vie vivante. Et la vie vivante d'un peuple vivant dans une nation vivante passe par des provinces vivantes et libres, bien sûr dotées de liberté locale, communale, provinciale, etc. Et justement, et sa vision de la région n'est pas une vision fermée sur elle-même, repliée, c'est vraiment quelque chose de vivant. Et notamment, il a une vision, vous dites, Mistral, une vision impériale. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous cite, Rémi Solier, donc je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Mistral, Patrie charnelle et Provence absolue aux éditions La Nouvelle Librairie. Vous écrivez « La vision de Mistral, en dernière analyse, est impériale, mais dans un sens moins politique que poétique et spirituel. En ce sens, d'ailleurs, il se montre superlativement fidèle à l'Empire, dont Alain de Bedoin rappelle à juste titre dans l'Empire intérieur qu'il est d'abord une idée. » Alors ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire on est à la fois ancré, enraciné dans sa région, et en même temps, on a une idée impériale, on a un intérieur impérial. Oui, c'est-à-dire que là encore, c'est une manière de transposer sur un plan géographiquement plus vaste l'idée fédérale et de concevoir l'Empire comme il est conçu, c'est-à-dire comme une fédération de royaumes. Il y a chez Mistral une dimension que l'on pourrait dire, en utilisant un vocabulaire un peu moderne, une dimension internationale. C'est-à-dire que la Languedoc est également parlée dans le Piémont italien, elle est parlée en Catalogne, donc Mistral a une vision confédérale également. Et il voit également très bien que cette unité linguistique se double d'une unité religieuse, en l'occurrence catholique romaine, et il considère que l'Empire, l'idée impériale plus exactement, puisqu'il n'a pas on ne peut pas dire que Mistral était un homme politiquement militant d'un empire européen. Il a rêvé un idéal impérial, c'est vrai, mais le dernier mot de cet empire, donc linguistique, religieux, fédérant un certain nombre de peuples que les nationalités opposent. L'idée ultime, c'est sa qualification impériale, qui est l'Empire du Soleil. Et l'Empire du Soleil, dit Mistral, c'est une réalité à travers les grandes œuvres et les chefs-d'œuvre de la littérature. Et de ce point de vue-là, lui-même a été un citoyen de l'Empire du Soleil et y a apporté sa pierre ô combien belle et somptueuse. Merci Rémi Soulier. Je rappelle que vous êtes philosophe, écrivain. Je rappelle le titre de certains de vos livres, Nietzsche ou la sagesse dionysaque, pardon. Et puis Racination. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Frédéric Mistral, Patrie charnelle et Provence absolue aux éditions de La Nouvelle Librairie. Et puis vous êtes patron de l'émission Le Monde de la Philosophie sur Radio Courtoisie. Voilà, on invite nos auditeurs à vous retrouver. Donc lundi 18 septembre, donc à 10h. Merci à vous et à très vite. Merci à vous.